Nous sommes en Bourgogne, le 16 avril 2006. C'est le dimanche de Pâques à Ladoix-Sérigny, un village de 1800 habitants. Et comme chaque week-end, Jean-François Gosset se balade dans la forêt située à la lisière du village. Au détour d'un chemin, il trouve un permis de conduire sur un buisson. Un peu plus loin, un portefeuille avec à l'intérieur une carte d'identité. Les papiers sont au nom de Marcel Bouvard, une vieille dame de 79 ans. C'est la veuve de l'ancien maire du village. Je dis, la pauvre dame, elle doit être inquiète. On a dû lui voler son portefeuille. Je vais aller lui reporter immédiatement. Marcel Bouvard habite en pleine campagne, à quelques kilomètres seulement du centre de Ladoix-Sérigny. Jean-François Gosset s'y rend immédiatement. Il sonne plusieurs fois à la porte de la vieille dame. Personne. Il remarque quand même que la porte du garage est ouverte. Jean-François Gosset repassera plusieurs fois dans la journée au domicile de Madame Bouvard, en vain. De guerre lasse, ce dimanche soir, il décide de rapporter le portefeuille à la gendarmerie de Beaune. Donc le lundi matin, la patrouille de la brigade de Beaune se dirige au domicile de Madame Bouvard pour lui restituer son portefeuille. Personne ne répond, ils vont interviewer le voisin. Le voisin le plus proche explique aux gendarmes que, somme toute, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter. On est quand même le lundi de Pâques, elle peut être à la messe. Elle est très, très croyante, très pratiquante. Les gendarmes repartent, mais à peine 10 minutes plus tard, le voisin de Madame Bouvard rappelle les enquêteurs. Il a omis de leur faire part d'un détail troublant. En disant, mais ça fait quand même plus d'une journée, plus de 24 heures que je ne l'ai pas vue. Donc là, je pense qu'il est réellement inquiet, étant donné que le portail est resté ouvert et que la voiture n'est pas là, qui n'est pas dans son habitude à Madame Bouvard de tout laisser ouvert quand elle s'en va. Les gendarmettes font demi-tour. Et cette fois-ci, en arrivant, elles sont intriguées. La porte du garage de Madame Bouvard est entrouverte. Elles arrivent vers la porte du garage. Merde. Oh là là, Madame Bouvard ? Madame Bouvard ? Approche plus. Elles voient le corps d'une vieille femme. On touche à rien, on appelle. Un corps qui est visage contre le sol. Elle est allongée, elle ne bouge plus. La personne, Madame Marcel Bouvard, est au pied de son escalier, apparemment décédée. Il y a une mare de sang autour de sa tête. Alertés, la brigade de Beaune et la section de recherche de Dijon sont dépêchés sur place pour faire les premières constatations. Les gendarmes découvrent Madame Bouvard en bas de son escalier. Et donc, ils se disent, un accident. Une hypothèse plausible, une chute de l'escalier, comme la personne est âgée, elle a 79 ans. Mais le médecin légiste, lui, n'est pas du tout de cet avis. Rapidement, ils comprennent qu'elle ne peut pas s'être fait ça toute seule, même en faisant une mauvaise chute. Et le légiste va venir très vite dire que cette mort est causée par des coups très violents. Il y a eu des gros coups portés au niveau du visage. Qu'une partie du visage a été, on va dire, défoncée, aplatie. Enfin, là, on est vraiment dans l'horreur absolue. De toute évidence, Marcel Bouvard a été la victime d'un crime d'une extrême sauvagerie, ce qui est assez rare dans la région. Le doute est levé, il s'agit d'un meurtre. L'auteur du crime lui a fracassé la tête avec un objet, on ne sait pas encore quoi. Les gendarmes décident de procéder à la perquisition de la maison à la recherche d'éventuels indices. Venez par ici, s'il vous plaît. On constate déjà dans l'entrée qu'il y a une vanity qui a été fouillée. Le contenu du vanity est répandu sur le sol. Il y a des enveloppes vides et des bijoux. S'agit-il d'un cambriolage qui aurait mal tourné ?
difficile à dire pour le moment. On s'aperçoit qu'il reste énormément de bijoux en or, bijoux de grande valeur. Dans le salon, un autre détail interpelle les gendarmes. Des fils de téléphone auraient été arrachés. Le téléphone neutralisé, des bijoux laissés sur place, mais aucune trace d'effraction, aucune empreinte du meurtrier. L'enquête s'annonce complexe. Dans le petit village de Ladois-Sérigny, c'est la consternation. Car tout le monde ici connaît très bien Marcelle Bouvard. C'est la femme de Charles Bouvard, maire du village pendant 12 ans, et décédée en 2002. Ça vient d'arriver, c'est le choc à Ladois-Sérigny. Monsieur Bouvard était très connu et très apprécié. Madame Bouvard a été très active auprès de son mari. Et puis stupeur également, puisque c'est pas un accident, on parle de meurtre. Voici Odette et Henriette, les deux meilleures amies de Marcelle Bouvard. Aujourd'hui encore, elles se souviennent du moment où elles ont appris la triste nouvelle. On a tué, on a assassiné, c'est le coup assassiné. On a assassiné la Marcelle. Et puis ma foi, il y avait les gendarmes et puis tout là en bas. Ouais, ben, j'ai dit qu'est-ce qui arrive, puis il n'y a plus de Marcelle. Voilà. J'ai froid quand j'en parle, ça me glace. Tout de suite, une certaine peur s'installe. Bon, il y avait une drôle d'ambiance, hein, mais les gens, tout le monde était enfermé, même la journée, hein, enfermé. Dans le village, c'est la psychose. D'autant que tout le monde parle d'un crime particulièrement odieux, comme le révèle l'autopsie. Le corps n'est même pas présentable à la famille. On parle des orbites des yeux qui ont été bien endommagées. Elle avait la langue coupée par des dents. Elle avait un dentier partiel au-dessus qu'on a retrouvé en miettes. Bon, la malheureuse, on réalisait qu'elle n'avait même pas pu se défendre. C'est très sauvage. Tout le monde s'interroge. Qui pouvait en vouloir à Marcelle Bouvard, une vieille dame appréciée de tous? Dans ce coin paisible, où il n'y a jamais aucun vol, aucun crime, les gendarmes penchent pour une première hypothèse. Y aurait-il un rôdeur? Serait-ce un crime de rôdeur? Après tout, c'est possible. C'est une maison qui n'est pas dans le village, qui est assez isolée dans la campagne, parce que Ladois, c'est une toute petite commune. La maison est donc une proie facile pour des voleurs. D'ailleurs, Marcelle Bouvard a déjà été cambriolée par le passé. Sur la tête, un crime de rôdeur, c'est un cambriolage qui a mal tourné. C'est la première piste que les gendarmes vont essayer de suivre. Le cambriolage, point d'interrogation. Peu de choses ont disparu. Par contre, a disparu la voiture. Le voisin direct nous dit « Madame Bouvard est propriétaire d'une Laguna. Elle n'est pas là. » Marcelle Bouvard a-t-elle surpris un rôdeur en train de voler sa voiture? Et d'où pouvait-il venir? La maison de la victime est certes isolée, située en rase campagne, mais juste à côté, il y a la gare de Sérigny. Alors le meurtrier est-il venu par le train? Très vite est envisagée l'hypothèse d'un rôdeur, d'un passager, quelqu'un qui aurait pu descendre à cette gare, effectivement, et qui, pour des raisons X ou Y, aurait eu besoin d'un véhicule. Un gars qui descend du train comme ça, peut-être qu'il l'a menacé, puis que... C'est pas, ouais. Il venait chercher de l'argent, puis il voulait prendre sa voiture. Les gendarmes examinent alors les horaires SNCF pendant ce week-end de Pâques. Or, un seul train s'est arrêté le samedi à 18h59. Comme la gare est équipée de caméras, nous exploitons les caméras. On fait même des vérifications à la gare. Il y a un arrêt par jour et on demande à l'employé qui dit non, ce jour-là, personne n'est descendu. Les gendarmes procèdent alors à une enquête de voisinage dans le village pour savoir si un individu suspect a été aperçu ce week-end-là. Il y a une jeune femme qui va commencer à dire qu'elle aurait vu un rôdeur vendredi en fin de journée. Qui s'était adressé à elle en disant « Vous inquiétez pas, je suis juste de passage ». Et ce rôdeur est décrit par le témoin comme un jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'un jogging de couleur sombre.
Et puis d'autres personnes diront avoir vu un sans domicile fixe qui rôdait peut-être même dans le cœur du village, le samedi. Donc on se renseigne un petit peu auprès des unités locales. Effectivement, il y a des vagabonds ils en connaissent 2 principalement, qui traînent habituellement dans le secteur. Seulement les espoirs des gendarmes vont très vite être déçus. Il y en a un dont on perd un peu la trace, l'autre il va s'avérer assez rapidement qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Donc là, au niveau de la piste du vagabond, on n'a pas plus d'éléments. Rien, il n'y a aucun élément. Au bout de 2-3 jours, les gendarmes pratiquement abandonneront cette piste. Les enquêteurs, pour le moment, n'ont donc aucune piste. Et ce n'est pas la seule difficulté à laquelle ils doivent faire face. Le légiste est incapable de déterminer le jour ou l'heure exacte du décès. Les gendarmes vont donc s'employer à reconstituer l'emploi du temps de la vieille dame pendant ce fameux week-end de Pâques. Lors de la perquisition, ils ont trouvé un premier élément de réponse, des tickets de caisse. Des tickets qui montrent que le samedi de Pâques, Marcel Bouvard est allé faire des courses à Beaune. Et le dernier ticket de caisse connu remonte samedi à 17h. Le voisin la voit effectivement rentrer avec ses courses et après, dans la soirée, aller à son jardin. Il est aux environs de 18h, 18h30 le samedi. Et après, c'est là que commence le mystère. À partir du samedi fin de journée, plus personne n'a vu Marcel vivante. D'ailleurs, le lendemain, le dimanche de Pâques, ses amis trouvent porte close. J'ai rien vu, j'ai tapé aux 2 portes. Marcel, j'ai dit 2-3 fois. Oh, ben j'ai dit, elle est pas là, c'est tout, moi. J'ai pas avancé au sous-sol, moi. Puis je pense devant chez elle, donc il n'y avait pas la voiture. Oh, ben j'ai dit, elle est encore partie. Il y aurait eu l'auto dans la cour, c'était pas pareil. On aurait dit, tiens, ben elle est pas dans le jardin, elle est pas là, on aurait été un peu plus loin, on aurait... Bon. Mais la chance a voulu que je ne descende pas. Parce que je la trouvais. Je la trouvais. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser au profil de la victime. Marcel Bouvard est a priori une retraitée sans histoire. Tout le monde dresse le tableau d'une femme exemplaire à plus d'un titre. C'est une personne qui a toujours aidé les gens, été à l'écoute. Pendant le mandat de son mari, c'est une femme énergique, pleine de dynamisme. Ben, on va la mettre sortir, hein. C'était des bons vivants. Ils s'entendaient bien, attention. Ils avaient tout le temps des amis. Marcel et Charles ont vécu le grand amour jusqu'à la mort du mari en 2002. Ils ont vécu ensemble quand même, ces gens-là, 60 ans pratiquement. Ils n'ont pas eu d'enfants, ça a été le grand malheur. C'est le drame de leur vie même. Sans enfants, ils vont reporter leur affection sur un neveu, Marcel Perrin. C'est un neveu que M. Bouvard et elle ont pratiquement éduqué. Un neveu qu'elle a toujours considéré comme son propre fils. Ce neveu aura 2 enfants, Marie-Madeleine et Geoffrey, que les Bouvard considèrent en fait comme leurs petits-enfants. Seulement un drame va frapper la famille Bouvard de plein fouet. En 1990, leur neveu préféré meurt prématurément dans un accident de voiture. Il meurt le 4 décembre, il se tue le 4 décembre 1990. Il laisse 2 enfants qui ont, pour la fille aînée, Marie-Madeleine, elle a 13 ans, et pour Geoffrey, il a 8 ans. Donc le papa est décédé, elle les a pris un petit peu sous sa coupe, et pour elle, ce sont ses petits-enfants. Preuve de cet attachement, Marcel a toujours assuré à ses petits-neveux qu'ils seraient ses uniques héritiers. Car la veuve du maire n'est pas démunie, bien au contraire. Très économe, elle se retrouve à la fin de sa vie à la tête d'un petit pactole. Marcel Bouvard a un patrimoine quand même assez important. Elle a beaucoup de biens immobiliers, pas mal de placements. Propriétaire de son habitation, propriétaire de 2 autres maisons sur la commune. Elle a des vignobles, et puis on s'apercevra qu'elle avait un petit compte en banque de 80 000 €. L'argent est-il la clé de toute cette affaire? C'est ce que les gendarmes vont tenter de découvrir. Une semaine après sa mort, Marcel Bouvard est inhumé dans le petit cimetière de Ladoix-Sérigny.
Alors comme dans chaque affaire criminelle, lors de l'enterrement, on surveille les personnes qui sont présentes, évidemment. Tout le monde est présent à l'enterrement, il n'y a pas de problème. Le plus affecté, c'est Geoffrey, son petit-neveu. Il semble effondré par la mort de sa grand-mère. Les gens ont tous été frappés par Geoffrey qui pleure abondamment le jour de l'enterrement sur le cercueil de sa grand-mère. Marie-Madeleine, la petite nièce de la victime, est très émue également. Impossible à ce moment-là de l'imaginer impliqué dans ce crime. En revanche, à ses côtés, un homme attire l'attention des gendarmes. Il s'agit d'un certain Fabrice, le compagnon de Marie-Madeleine. Le copain de cette petite nièce vient voir les gendarmes en disant qu'il a reçu un texto énigmatique et en même temps assez grave. Dans lequel on lui dit « on sait que c'est toi ». Fabrice est directement accusé du meurtre. Mais par qui? Interrogé sur l'expéditeur du message, il affirme que le numéro de téléphone lui est inconnu. Étrange. Les gendarmes se disent « il y a anguille sous roche, on va creuser de ce côté-là ». Donc on s'interroge, est-ce qu'effectivement c'est vrai? Et il essaie un petit peu de dévier la piste en disant « vous voyez, on m'accuse alors que c'est pas moi ». Immanquablement, il se met en lumière devant les gendarmes. C'est un suspect possible, assez costaud, 35 ans. Les gendarmes s'intéressent donc de très près à Fabrice qui vit avec Marie-Madeleine depuis maintenant 7 ans. Le Fabrice en question, il loge avec cette petite fille, il est en location dans l'un des immeubles de Madame Bouvard. Dans le même village, à quelques kilomètres, à la Doigt-Sérigny. Et en interrogeant les proches, les gendarmes apprennent que les relations entre Fabrice et Madame Bouvard étaient pour le moins tendues. Elle aime bien sa petite fille, mais elle a un petit peu de mal à supporter, j'allais dire, le gendre, voilà. Et puis il s'est disputé avec Madame Bouvard parce que c'est un amateur de voitures et Madame Bouvard lui reproche amèrement de stationner dans la cour de l'immeuble dans lequel il est en location, de stationner des tas de voitures qui l'empêchent d'ailleurs d'entrer dans sa cave, qui n'est pas son domicile, dans laquelle elle met son vin, parce qu'elle a du vin, puisqu'elle possède 2 vignobles qu'elle loue à des vignerons, elle est payée en vin, et elle lui reproche amèrement de ne pas pouvoir accéder à sa cave. Devant la cave? Ouais, parfaitement. On a découvert que Madame Bouvard soupçonnait peut-être le mari de Marie-Madeleine de voler un petit peu du vin dans la cave. Des relations houleuses. Le mobile semble insuffisant pour tuer une vieille dame. Seulement Fabrice n'a pas de gros revenus. Simple employé, il s'est peut-être endetté. Il y a quand même des raisons de soupçonner ce garçon, il y a une mauvaise entente. Et puis en plus, il sait que sa compagne est héritière de Madame Bouvard. Il a peut-être besoin d'argent parce qu'il vient de construire quelques semaines auparavant. Il a commencé la construction d'une maison et il a emprunté 100 et quelques mille euros, 150 000 euros environ. Fabrice devient suspect numéro 1. Il est convoqué à la gendarmerie. Interrogé sur son emploi du temps, il affirme être resté chez lui le samedi 15 avril, jour du drame. Marie-Madeleine, sa compagne, confirme d'ailleurs les déclarations de son compagnon. Et voici ce qu'elle déclare. Il a été toute la soirée là, il a réparé ma voiture dans la cour. Moi, je ne l'ai pas vu partir. L'homme a donc un alibi. Mais alors, qui a pu l'accuser par texto du meurtre de Madame Bouvard? En parallèle, on remonte l'appel du texto et il s'avère que c'est un de ses frères. Il a 2 frères, on les interroge, effectivement. Ils nous font part que c'est une blague qu'ils ont voulu lui faire. A priori, on ne voit pas d'éléments en faveur d'une éventuelle culpabilité de sa part. Une blague modérément appréciée par les gendarmes qui n'ont pour l'heure plus aucune piste. Les enquêteurs vont alors se livrer à un travail de fourmi. Ils examinent une par une toutes les pièces du dossier et notamment un agenda saisi au domicile de la victime.
la vieille dame y livre ses états d'âme, ses espoirs et surtout ses regrets. Un petit agenda dans lequel elle retraçait, moi j'allais dire, toute sa vie, en fait, ses sentiments, ses humeurs. Ses remarques, ses appréciations sur son environnement, sur ses proches, sur ses amis. Mais on apprend petit à petit qu'elle a des rancœurs, qu'elle est isolée, qu'elle est triste. Elle a l'impression que tel ou tel membre de la famille ne viennent plus vraiment la voir. Son mari est mort il y a 4 ans et elle a appris la solitude malgré elle. Charles Bouvard était le ciment du clan. Sa mort a rompu l'équilibre familial. D'ailleurs, ses petits-neveux Geoffrey et Marie-Madeleine se sont progressivement éloignés de Marcel. Les petits-neveux, depuis, ont très peu de contact avec elle. Elle dit qu'elle ne les voit pas souvent, elle regrette. Voici par exemple ce que Madame Bouvard écrit dans son carnet, 6 mois seulement avant de mourir. Mon Dieu, donnez-moi quelqu'un à aimer. C'est mon vœu le plus cher pour cette année. Que vais-je devenir si je suis malade? Je suis seule au monde. C'est une femme qui était seule, et elle le disait, mais peut-être avait-elle fait le vide autour d'elle. Hein. Il y a toujours de face. Hein, elle avait du cœur, mais vous savez, en vieillissant, on s'endurcit, on devient acariâtre, on devient critique. Elle les critique souvent. Donc, et ils n'admettent pas la critique, même si elle peut être justifiée. Marcel a notamment l'impression grandissante que ses petits-neveux sont uniquement intéressés par son argent. Surtout Geoffrey. Donc du coup, comme on ne vient pas la voir, elle ne donne pas d'argent. Donc on sait que les relations entre Marcel Bouvard et son petit-neveu sont assez fraîches. 3 mois avant sa mort, la veuve rédige cette phrase sous forme de sentence. Je ne dois pas donner à Geoffrey. La piste Geoffrey intéresse d'autant plus les enquêteurs que Marcel avait promis des années auparavant d'en faire un de ses héritiers. Un héritage dont Geoffrey a grand besoin car l'homme est aux abois financièrement. Il n'a pas de travail, il ne paie pas son loyer, il a des dettes un petit peu à droite et à gauche. Le 3 mai, Geoffrey est entendu par les gendarmes, il est détendu et répond aux questions sans hésitation. Geoffrey, il dit, moi je peux pas vous dire grand-chose, ça fait 4 ans que j'ai pas vu ma grand-mère. Il fournit un alibi qui a l'air d'être relativement sérieux, puisqu'il dit qu'il est resté chez lui à Verdun-sur-le-Doubs. Il a vu sa petite amie Lucie qui est venue le rejoindre en fin d'après-midi vers 18h, 18h30. Donc bien évidemment, dans la foulée, les enquêteurs entendent Lucie. Lucie, la petite amie de Geoffrey, donne aux enquêteurs son emploi du temps du samedi 15 avril, le jour du drame. Et voici ce qu'elle déclare. Je suis allé chercher un ami qui s'appelle Anthony, puis après on est allé voir une copine qui venait d'accoucher à Chalon-sur-Saône. Lucie aurait donc passé l'après-midi dehors avec un ami, Anthony. Mais elle confirme que Geoffrey était bien à la maison quand elle est rentrée à 19h. Je suis rentrée chez Geoffrey à Verdun. Il devait être environ 19h. Geoffrey était seul à la maison, il m'attendait. Souvenez-vous, l'heure du crime a été établie entre 18h30 et 19h30. Or, Verdun-sur-le-Doubs est situé à plus de 30 km de chez Marcel. Si Geoffrey était bien chez lui à 19h, il n'a donc pas eu le temps de faire l'aller-retour entre son domicile et la maison de la victime. D'autant que Geoffrey et Lucie affirment avoir passé la soirée ensemble à Verdun-sur-le-Doubs. Geoffrey a, semble-t-il, un alibi. Mais les gendarmes veulent en avoir le cœur net. Ils vont interroger tous les protagonistes de cette journée. Et en premier lieu, Anthony, celui qui accompagnait Lucie le jour du meurtre. C'est vraiment le témoin clé, le témoin massue dans ce dossier. Anthony, lui, va dire qu'il était en compagnie de Lucie tout l'après-midi. Mais sur le chemin du retour, vers 19h30, Anthony dit avoir fait une rencontre qui va intriguer les gendarmes. Alors qu'il est en voiture avec Lucie, il croise Geoffrey qui circule en sens inverse dans la voiture d'un ami.
Et voici ce qu'Anthony raconte aux gendarmes. Et la voiture a fait demi-tour et est venue nous rattraper, nous rejoindre, et on s'est arrêté sur la route. Et là, il y a eu une bagarre, il y a eu une altercation, on s'est disputé. Qu'est-ce que tu fais avec ma copine là? D'où tu as avec ma copine là? Geoffrey était jaloux parce que j'étais allé à Châlons avec sa copine, etc. Il a essayé de me coller un coup de poing. Enfin, il y a eu une altercation. Et puis on s'est séparés et Lucie m'a raccompagné chez moi aux environs de 20h. Alors là, les gendarmes, quand même, se grattent les sourcils. En effet, les gendarmes sont perplexes, car si Anthony dit la vérité, c'est donc que Geoffrey a menti sur son emploi du temps. Il s'est absenté de son domicile, contrairement à ce qu'il avait déclaré. On remarque également que s'il raconte des bêtises et il ment, sa concubine le couvre. Pourquoi ? Selon ce témoignage, Lucie n'a donc pas pu retrouver Geoffrey chez lui à 19h. Alors qui dit vrai ? Les gendarmes apprennent qu'au moment de l'altercation, Geoffrey est accompagné d'un copain, un certain Johnny. Ce Johnny a assisté à toute la scène. Il pourrait peut-être les aider à démêler le vrai du faux. Johnny est donc convoqué pour donner sa version des faits. Mais voilà, le jeune homme a quelques problèmes de mémoire. Lui, il est complètement amnésique. Puisqu'il ne se souvient plus de ce qu'il fait ce samedi-là, donc on lui dit « Est-ce que vous n'avez pas eu une altercation ?» « Ah bah peut-être, oui, mais alors là, je ne sais plus quand. Il oublie toutes les questions un petit peu pointilleuses, toutes les questions un petit peu... Non, il oublie. Donc ils se disent quand même, là, il y a une piste, il y a des jeunes, quelques-uns, qui nous cachent quoi? Pour en savoir davantage, les gendarmes examinent les communications téléphoniques de Geoffrey, Lucie et Johnny le jour du meurtre. Et là, ça va changer complètement la physionomie des témoignages. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, le téléphone du petit Perrin, de Geoffrey Perrin, a actionné des relais dans la région de Beaune, c'est-à-dire pas loin de la Doigt-Sérigny. À proximité du domicile de Madame Bouvard. Aux alentours de 18h, 19h. Au créneau défini du décès. Alors là, ça commence à devenir très suspect. Ça veut dire que son alibi, il a menti. Johnny, Geoffrey et Lucie ont menti sur leur emploi du temps. Dès lors, les enquêteurs ont 3 suspects potentiels. Seraient-ils complices? Et lequel des 3 serait le meurtrier? Un seul, a priori, semble avoir le profil. Geoffrey est connu. Il a eu des problèmes de stupéfiants, il a eu des problèmes de violence. Johnny et Lucie, en revanche, sont inconnus des services de gendarmerie. Alors à partir de là, les gendarmes vont rendre compte au juge d'instruction et ils vont décider d'entendre tout le monde. Geoffrey, sa compagne Lucie et Johnny. Le 30 mai, à l'aube, les 3 suspects sont interpellés et placés simultanément en garde à vue dans des bureaux séparés. Les enquêteurs espèrent faire craquer Lucie en premier, et ce n'est pas par hasard. On va s'attaquer au maillon faible. On va s'attaquer au maillon faible parce que Lucie, c'est la petite jeune fille, la petite voix blanche. Donc c'est à elle qu'on adresse les questions les plus pressantes quand même. Et petit à petit, elle va révéler aux gendarmes des choses qui sont assez curieuses. Elle confirme qu'il n'était pas à la maison ce jour-là, donc l'alibi déjà tombe. Pourquoi Lucie a-t-elle menti? La jeune femme affirme avoir peur de Geoffrey. Elle nous avouera un peu plus tard dans son audition que Geoffrey se montre violent à son égard et qu'elle a vraiment peur. Et ce n'est pas tout. Geoffrey va encore plus loin avec sa compagne Lucie. Dis aux gendarmes que je suis sympa, je suis pas violent avec toi. Dis aux gendarmes qu'on était ensemble un petit peu plus tôt dans la journée, ça sera très bien, ça suffit, c'est pas à peine qu'ils sachent tout. Armés de ces déclarations, les enquêteurs demandent donc à Geoffrey de s'expliquer. Il va expliquer qu'il serait peut-être allé à Beaune, effectivement, mais c'était pour acheter du shit. Voici ce que déclare Geoffrey.
J'ai demandé à Johnny de me conduire sur Beaune pour trouver quelqu'un qui pourrait me dépanner de 2 ou 3 joints. Nous sommes ensuite revenus directement à Verdun-sur-le-Doubs. Geoffrey aurait donc menti simplement pour cacher qu'il consommait de la drogue. Pendant ce temps, Lucie vacille et fait une révélation fracassante. Lucie ne se sent pas bien. Elle a des choses à révéler. Elle va dire que... 1 an et demi avant les faits... Il avait prétendu que sa grand-mère était morte. Ils allaient être riches, qu'elle avait pu à s'inquiéter. Ce qui était totalement faux, puisqu'à l'époque, elle courait comme un lapin. Geoffrey semble obsédé par l'argent de sa grand-mère. À tel point qu'une semaine avant le meurtre, il annonce même à Lucie son projet meurtrier. Finalement, il était prêt à l'aider à partir plus vite. Il était prêt à la tuer. Face à ces accusations, Geoffrey nie tout en bloc. Il s'étonne même qu'on puisse un instant le soupçonner. Donc bien sûr, on lui met les éléments, les auditions, comme quoi il était intéressé par l'argent, par l'héritage. Oui, mais j'aurais jamais pu aller jusqu'au bout, vous vous rendez compte, tuer sa grand-mère. C'est celui qui fait ça, c'est vraiment le moins que rien. Seulement dans la pièce d'à côté, Lucie, sa petite amie, va finir par craquer. Elle est faible et elle s'écroulera à un moment donné de la journée. Il est 20h à peu près, garde à vue, vous savez, c'est long hein, pour une petite jeune fille de 19 ans et demi. Je pense que le secret est trop lourd pour elle à porter. Elle interpelle le gendarme qui l'entendait. Elle dit « il faut que je vous dise tout ». Elle va déclarer à la gendarmerie que Geoffrey s'est confié à elle le soir de l'assassinat en indiquant qu'il avait bien tué sa grand-mère. Il va même jusqu'à dire comment il l'a tuée, hein, justement avec une bouteille. Il lui a écrabouillé la tête parce qu'elle bougeait encore, elle vivait encore, elle agonisait. Mais bon, qu'il était tellement vantard et mythomane qu'elle n'y avait pas cru. Désormais, les gendarmes n'ont qu'un seul but, obtenir les aveux de Geoffrey. On lui fait lire la déclaration de Lucie. À ce moment-là, voilà, tout lui échappe. Il faut parler, et là, effectivement, ça vient tout seul. Puisqu'il se sent, je veux dire, quelque part coincé et lâché par Lucie. Il s'effondre, il pleure. Il dit oui, c'est vrai, bon, j'ai tué, j'avais besoin d'argent. Après 15 heures d'audition, Geoffrey avoue enfin avoir tué sa grand-mère. Mais il tente de se justifier comme il peut. S'il a fait cela, c'est par amour pour Lucie. Il dit motiver son acte par ce besoin d'argent, par ce besoin de faire plaisir à Lucie et d'offrir à Lucie ce qu'elle demande, ce qu'elle veut. Quand elle sera entendue après, on s'apercevra qu'en fait de cadeau, il lui a donné une paire de boucles d'oreilles en toc, également un string. Ce sont pas des... Mais, je lui faisais des cuisses de grenouille, elle adorait ça. Ben, la cuisse de grenouille ne mérite pas quand même un assassinat. Geoffrey ne se dédouane pas seulement sur Lucie. Il accuse aussi Johnny d'être son complice. Voici ce qu'il déclare. Un matin, en me réveillant, je me suis dit « il me faut de l'argent ». Et j'ai dit à Johnny que ma grand-mère avait de l'argent et que si elle mourait, j'allais avoir un héritage. Nous avons dit que nous en profiterions tous les deux. Geoffrey va alors faire le récit détaillé de la journée du meurtre. Alors, il implique Johnny en disant que c'est lui qui l'a conduit sur les lieux. Arrivé devant le domicile de la grand-mère, il hésite un peu. Et s'étant plus ou moins dégonflé, c'est Johnny qui l'aurait plus ou moins poussé en disant « tu l'as dit, tu vas le faire ». En lui rappelant, voilà, on va avoir de l'argent, on va pouvoir s'acheter des belles voitures, tu vas pouvoir faire plaisir à Lucie. Geoffrey est allé seul chez la grand-mère. Sa grand-mère donc est venue lui ouvrir, elle l'a accueilli, il est rentré, ils se sont assis dans la salle. Geoffrey raconte alors qu'ils ont discuté dans la salle à manger. Puis, sa grand-mère lui indique qu'elle veut lui montrer une photo qui se trouve dans le garage. Geoffrey la suit, et alors qu'elle descend vers le sous-sol... À ce moment-là, il descend les escaliers. À portée de main, il y a 2 grosses bouteilles. Ils vont saisir une, et quand il s'approche de sa grand-mère, elle bouge encore. Et là, il l'assomme avec une bouteille et il s'acharne sur elle pour qu'elle meure.
L'arme du crime est un Jéroboam, une bouteille de vin de 3 litres qui pèse 5 kilos. Quasi incassable, tant le verre est épais. Pour ne laisser aucun indice sur place, il prendra la bouteille qu'il placera à l'arrière du véhicule. L'arme du crime aurait brûlé dans l'incendie de la voiture de Marcel. Geoffrey poursuit son récit. Il explique ensuite qu'il est remonté dans le salon et qu'il a arraché les fils du téléphone pour mettre les gendarmes sur une fausse piste. Il a simulé un cambriolage en vidant le valet tickets et qu'il est reparti en emmenant 2 plaquettes de timbre. Et il va se rendre directement dans la cour, prendre la voiture et sortir de la propriété. Sur la suite des événements, Geoffrey implique à nouveau Johnny. Johnny m'a suivi. J'ai pris un petit chemin de bois au hasard. Il y avait le sac à main de ma grand-mère du côté passager. J'ai pris le portefeuille. Et je suis allé vers la voiture de Johnny. Et c'est Johnny qui a mis le feu à la voiture. Qui a sorti son briquet et qui a mis le feu. En garde à vue depuis le matin, Johnny est resté muet. Mais les gendarmes vont l'informer des accusations portées contre lui. Alors Johnny, lui, il nie complètement les faits. Et puis surtout, il est complètement assommé par cette nouvelle, parce qu'on l'implique dans un assassinat qui est absolument odieux. Voilà, il ignorait complètement que Geoffrey avait l'intention de tuer sa grand-mère. Bon, il l'a emmené parce qu'il croyait qu'il avait besoin de se charger en cheat. Et puis, il ne comprend pas pourquoi Geoffrey le met directement en cause. D'ailleurs, il n'a jamais chargé Geoffrey. Il n'a pas voulu dénoncer le crime puisqu'il était bien copain avec Geoffrey et puis que voilà, entre potes, ça ne se fait pas. Et il ne veut pas passer pour une balance. Au terme de ces gardes à vue, des zones d'ombre subsistent. Les dépositions de Geoffrey et Johnny divergent sur plusieurs points. En tout cas, les 3 jeunes sont mis en examen. Donc Lucie, elle est mise en examen pour ne pas avoir dénoncé le crime. Quant à Johnny et Geoffrey, sont tous les 2 mis en examen pour assassinat. Geoffrey est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Quant à Johnny, il est écroué au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône. Dans la région de Ladoix-Sérigny, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les proches de Marcel Bouvard sont atterrés. C'est pas un étranger qui l'a tué. Bon, mais là, c'est la famille. Et on s'est dit, mais c'est pas possible que ce petit-là, il était mignon, petit, vous savez, jamais on n'aurait pensé qu'il aurait pu faire un truc comme ça, jamais. Ah, le pognon, hein, ça en fait le pognon. Ou qu'on en ait des fois, oui. La médiatisation de l'affaire permet aux enquêteurs de recueillir de nouveaux témoignages. Un concessionnaire automobile va faire d'ailleurs des révélations accablantes. Il dit oui, j'ai vu venir 2 garçons une fois qui avaient l'air intéressés par un coupé qui valait 45 000 €. Les 2 jeunes correspondaient à peu près ou même totalement au signalement des uns des autres. Il y avait le petit, il y avait le grand. Et quand on lui montre les photos, il dit ben voilà, je les reconnais bien, c'est bien eux. Et d'ailleurs, c'était peut-être le petit qui s'y intéressait plus, c'est-à-dire Geoffrey. Mais enfin, le grand, lui, était bien intéressé aussi, c'est-à-dire Johnny. Le concessionnaire est formel. La scène s'est déroulée 1 semaine après le meurtre. Comment Johnny, alors sans emploi, pouvait-il espérer s'acheter une voiture de luxe s'il ne comptait pas sur l'héritage de Marcel Bouvard? On dit, écoutez monsieur, là vous semblez quand même être sûr d'avoir des fonds qui vont arriver. Alors lui, il a expliqué, Johnny, qu'en réalité, lui, il avait aussi un projet professionnel. Dans le sens où il allait s'associer avec son beau-père qui était carrossier, qu'il allait devenir gérant du garage et que ça allait lui procurer des revenus supérieurs à ce qu'il avait à ce jour. Mais cet argument ne convainc pas le juge d'instruction, persuadé que Geoffrey et Johnny sont bien tous les 2 complices du meurtre de Madame Bouvard. Alors le 12 février 2007, Geoffrey et Johnny sont conduits à Ladoix-Sérigny pour reconstituer le déroulement du meurtre. Et dès le départ devant le juge, leurs déclarations diffèrent. Geoffrey affirme qu'ils sont passés plusieurs fois en repérage devant la maison
et que Johnny s'est garé à 50 mètres de là, ici, devant la gare. Johnny, lui, de son côté, a une autre version. Johnny soutient qu'en fait Geoffrey l'a conduit sur la commune, que Johnny ne savait absolument pas où il était, puisqu'il ne connaît pas cet endroit, que Geoffrey lui a donné l'ordre de se garer dans un chemin et de l'attendre. Et Geoffrey part à pied, voilà, et il ignore où va Geoffrey à ce moment-là. En réalité, Geoffrey se rend à pied chez sa grand-mère, pendant que Johnny reste dans la voiture. Il était dans ce chemin, il ne pouvait absolument rien voir. D'ailleurs, il n'a même pas su où allait Geoffrey. Lors de la reconstitution sur les lieux, la version de Johnny semble crédible. Geoffrey, de son côté, donne une nouvelle version sur la suite des événements. Il affirme qu'il n'a pas prémédité le crime et qu'il a agi sous le coup de la colère. Donc ils vont s'asseoir dans le salon, discuter de la famille, etc. Et sa grand-mère donc a voulu lui montrer et lui faire prendre connaissance d'une lettre de sa sœur. Et sa grand-mère donc aurait été amenée à parler de Marie-Madeleine, donc la sœur de Geoffrey, en des termes déplaisants. Et puis elle va critiquer sa sœur. Elle explique qu'elle va avoir des mots durs, elle va être méchante. Il explique qu'effectivement, il s'est énervé suite aux propos de Marcel Bouvard. Il se lève précipitamment et sa grand-mère tente de le retenir par le bras. À ce moment-là, il voit rouge. Et là, il la pousse. La suite ne varie pas. Geoffrey dit avoir achevé sa grand-mère avec le Jéroboam. Mais selon cette nouvelle version, le jeune homme aurait tué par haine et non cupidité. C'est sous le coup de l'énervement que sont produits les faits. Alors ça, c'était un scoop parce qu'il n'avait jamais parlé de ça. Au juge, Johnny indique qu'il a bien vu Geoffrey revenir au volant d'une voiture. Geoffrey, qui est au volant de la voiture de sa grand-mère, indique à Johnny qu'il va faire quelque chose, qu'il s'en va, qu'il faut l'attendre. Il part au fond du chemin et puis il revient à pied, naturellement, et il rejoint Johnny dans sa voiture. Contrairement à ce qu'avait affirmé Geoffrey, Johnny n'aurait donc pas mis le feu à la voiture. Alors Johnny a toujours été constant dans ses déclarations, il a toujours nié depuis le début et il n'a jamais varié dans ses déclarations. En revanche, Geoffrey, lui, n'a eu de cesse de se contredire et de changer de version. On finit effectivement par ne plus s'y retrouver. Il se contredit, il change de version, il n'est pas crédible du tout. Je lui dis, on en parle, il le sait. Face aux contradictions de Geoffrey, le juge d'instruction décide de remettre Johnny en liberté en attendant le procès. Le 23 juin 2008, plus de 2 ans après leur mise en examen, le procès de Geoffrey, Johnny et Lucie s'ouvre devant la cour d'assises de Dijon. Pendant les débats, la cour s'intéresse peu à Lucie qui comparaît pour des faits mineurs. L'avocat général s'attache beaucoup plus au rôle tenu par Johnny qui est accusé de complicité d'assassinat. Au 2e jour du procès, c'est le coup de théâtre. Un témoin innocente complètement Johnny. Alors ce témoignage, c'est un codétenu de Geoffrey. Geoffrey va se retrouver avec une personne dans la même cellule à la maison d'arrêt de Dijon. Geoffrey va dire de manière très claire à son codétenu que Johnny l'a conduit ce jour-là chez Madame Bouvard sans connaître son projet criminel et qu'il n'est absolument pas impliqué. Il était juste au courant qu'il venait à Beaune pour acheter du shit, mais ça s'arrête là. Et en plus, Johnny n'a absolument pas brûlé la voiture. C'est Geoffrey qui a brûlé la voiture tout seul. Geoffrey aurait donc agi seul. Tout l'enjeu du procès est alors de savoir s'il a, oui ou non, prémédité le crime. Parce qu'il ne va pas chez Madame Bouvard au bout de 4 ans, sans l'avoir revue, et alors qu'il a besoin d'argent, et alors qu'il dit « je vais m'en procurer »,
Et alors qu'il dit à Lucie, 10 jours avant les faits, on va être riche, je vais me procurer de l'argent, on peut qu'imaginer une préméditation. Et pour appuyer cette thèse, l'accusation a un autre argument de poids, une paire de gants. Là, ce qui avait frappé les enquêteurs, c'est que lorsqu'il va voir sa grand-mère, il est porteur de gants. Quand même curieux ça, donc ça c'est significatif, ça veut dire qu'on ne veut pas laisser d'empreinte. Donc il y avait quand même de nombreux éléments qui laissaient à sous-tendre qu'il avait ce projet criminel. Mais pour sa défense, Geoffrey affirme qu'il a retiré ses gants en entrant chez sa grand-mère. Et que le fait de retirer ses gants, c'était sa façon à lui de renoncer à son projet criminel. C'est-à-dire que si ce projet a existé, c'est pas nécessairement pour cela qu'il a finalement tué sa grand-mère. Au moment du meurtre, c'était vraiment de la colère qu'il avait, toute cette haine, cette rancœur qu'il avait contre Marcel Bouvard. Et selon les avocats de Geoffrey, cette haine envers Marcel Bouvard remonte à la plus tendre enfance, plus exactement au jour de la mort de son père. Et Geoffrey dit oui, mais à chaque fois qu'il allait voir Marcel Bouvard, elle lui servait de l'alcool et il est mort d'un accident de voiture en sortant de chez Marcel Bouvard et il était alcoolisé. En effet, le père de Geoffrey est ivre lorsqu'il sort de chez Marcel Bouvard ce 4 décembre 1990. Sur le chemin du retour, sa voiture percute un arbre devant le cimetière de la Douai-Sérigny. Il a très probablement tenu la grand-mère pour responsable de la mort de son père. Sa colère à l'encontre de Marcel Bouvard s'est figée à cet instant-là. Pour la défense, Geoffrey aurait donc agi sur un coup de sang et n'aurait pas prémédité son geste. Cette espèce de déchaînement irrationnel de violence, ça colle mal avec le crime préparé, avec les gants qu'on enfile, etc. Vous comprenez ? En plus, il ne prend pas d'armes avec lui. Seulement, cette démonstration ne convainc pas l'avocat général qui réclame contre Geoffrey 30 ans d'emprisonnement pour meurtre avec préméditation et 8 ans à l'encontre de Johnny pour complicité d'assassinat. Après 3 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Alors le verdict pour Johnny, en tout premier lieu, c'est l'acquittement. Donc effectivement, c'est la joie, le soulagement. Pour Lucie également. Quant à Geoffrey, les jurés le condamnent pour homicide volontaire, mais ils ne retiennent pas la préméditation. Le verdict tombe, 20 ans de prison. Bon, là c'était un peu juste quand même. J'avais demandé 30 ans, j'en avais 20. Pour un assassinat d'une vieille dame qui était de la famille, je trouvais que ce n'était pas très cher payé. Mais alors surtout, je suis quand même très déçu que la préméditation n'ait pas été retenue. L'avocat général fait alors appel. 1 an plus tard, lors de son second procès, Geoffrey est condamné à 25 ans de réclusion pour assassinat. La préméditation a cette fois bien été retenue. On se trouve dans une zone très isolée, un bois, près d'un étang. On est en plein hiver, sur un parcours habituel de chasse. Un chasseur progresse. Il progresse dans la forêt. À ce moment-là, on peut entendre les coups de fusil. Et là, l'homme bascule en avant et il tombe face contre terre. Un crime vient d'être commis. Nous sommes en forêt de Cavignac, près de Bordeaux. La victime est un jeune père de famille de 39 ans, sans histoire, Cyril Boutin. Il n'a rien vu venir. Pourtant, le meurtrier était un proche, très proche même. Mais de qui s'agit-il ? Cyril Boutin, c'était un gars du terroir, c'est un gars simple, jovial, un type sympathique. C'est un homme génial. C'était un bon père, quoi. On lui a tiré 3 balles dans le dos. C'est quelqu'un qui est venu pour le tuer. Je leur ai dit, voilà, c'est mon petit frère. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai des choses à dire.
Nathalie rejoignait cet individu dans sa caravane quand son mari n'était pas là. Dans son esprit à elle, ne lui sert plus à rien. Cavignac, le 30 octobre 2011. Il est 18h30. Dans cette ferme, perdue au milieu de la campagne bordelaise, Hervé Boutin, 20 ans, fait la sieste. Lorsqu'il se réveille en sursaut. Il va avoir comme une sorte de flash, un mauvais pressentiment. J'ai eu une vision, comme quoi mon père a eu un problème. Et depuis l'après-midi, mon père était parti à la chasse. J'ai pressenti qu'il était arrivé quelque chose. Il est persuadé qu'il est arrivé malheur à son père. Le jeune homme est bouleversé. Sous le choc, il court à la cuisine pour alerter sa mère. J'ai demandé, papa il pas rentré, il me fait non, il est toujours pas rentré et tout, je sais c'est pas normal, il a eu un problème. Il va essayer de joindre son père par téléphone portable. Ce monsieur est parti sans son téléphone. Il ne pouvait pas donc le localiser par son téléphone. Et c'est de là que commence à surgir l'inquiétude au sein de la famille. Un quart d'heure plus tard, les gendarmes arrivent au domicile d'Hervé et de sa mère Nathalie. Face au désarroi des membres de cette famille, ils comprennent qu'il faut faire vite. Cyril Boutin, le père de famille, est peut-être en mauvaise posture. Dès le premier soir, les services de gendarmerie locaux sont engagés, y compris avec l'assistance d'un maître chien, pour essayer de retrouver la trace de cette personne. Les gendarmes ne voulaient pas que je bouge, je voulais que je reste à la maison, je reste avec ma mère parce qu'elle était en pleurs. Et moi, c'était dur, c'était super dur. À 23h ce 30 octobre, les recherches sont donc suspendues pour la nuit. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais dès le lendemain, l'affaire va prendre une tournure encore plus tragique. SAMU de Bordeaux le 31 octobre 2011. Il est 7h du matin lorsque les pompiers reçoivent un appel de détresse. C'est une femme qui est en pleurs, qui est en panique devant le corps de son mari. Cette femme, c'est Nathalie Boutin. Elle est complètement affolée. Elle décrit le corps de son mari allongé. Elle dit qu'il y a du sang. Elle n'a pas pu attendre que les recherches reprennent et elle a, d'initiative, parcouru ces bois à la recherche de son mari parce qu'elle était très inquiète. Nathalie Boutin vient de retrouver le corps de son mari, allongé dans les bois. Elle prévient aussitôt son fils, Hervé. C'est lui qui va conduire les pompiers jusqu'à ce chemin perdu où gît le corps. J'ai eu mon père par terre. La première chose que j'ai fait, j'ai touché lignement le pouls, là, voir si j'ai senti que c'était tout froid. Et quand j'ai vu qu'il y avait des trous dans le dos, je savais très bien que c'était fini. Pour tous les témoins présents ce jour-là, la scène de crime ne laisse aucun doute. Cyril Boutin, ce père de famille de 39 ans, a été exécuté. La victime, effectivement, est décédée de plusieurs coups de fusil qu'il a reçus dans le dos. Il présente dans le dos 4 impacts de balles. Un accident de chasse, 4 impacts, ça n'est pas réaliste. Un accident de chasse, 1 balle, oui. 4 balles, pas possible. Ces coups de fusil sont manifestement tirés à quelques 4-5 mètres environ de la victime. La seule possibilité qui reste, c'est un crime. Donc c'est quelqu'un qui a fait sciemment cet acte, c'est quelqu'un qui est venu pour le tuer. Très vite, les gendarmes acquièrent la conviction que cette exécution a été savamment préparée. Car tout laisse penser que le ou les assassins de Cyril Boutin ont agi avec sang-froid. On
On lui a tiré 3 balles dans le dos, plus une balle de manière plus rapprochée au niveau de la tête. Donc il l'achève. Le meurtrier a pensé à tout, car il a pris soin de ramasser les 4 douilles. Des indices qui auraient pu permettre aux gendarmes de remonter jusqu'au propriétaire de l'arme du crime. On s'intéresse à tout l'environnement du lieu de découverte du corps et aucun étui en rapport avec ces tirs-là n'ont été retrouvés à proximité du corps. Effectivement, on n'a pas retrouvé les douilles sur la scène de crime, ce qui laisse comprendre que la personne qui a tiré les a récupérées. Quant à l'heure de la mort de Cyril Boutin, l'autopsie va révéler qu'elle aurait pu survenir la veille, soit le 30 octobre, entre 14 et 16 heures. Peu de temps avant qu'Hervé, le fils de la victime, ne soit réveillé en sursaut. Pour le fils et la sœur de Cyril Boutin, l'annonce de la mort est un choc atroce. Cet assassinat est pour eux incompréhensible. Vous avez l'impression que tout s'écroule au fond de vous. Vous n'avez plus aucun repère, plus rien. Vous sentez vide, vous sentez un abandon. J'ai eu Hervé au téléphone. Il me dit « Cyril a été tué. » Pourtant, avec acharnement. Et là, je me suis effondrée. J'ai perdu une partie de moi-même quand il est parti. On faisait plein de choses ensemble. C'était un homme génial. C'était un bon père, quoi. Alors, que s'est-il passé? Qui avait des raisons d'en vouloir à ce père de famille, au point de l'exécuter de 4 balles dans le dos sur un chemin forestier? À première vue, difficile de le savoir, car la vie de Cyril Boutin est bien loin de ressembler à celle d'un homme qui aurait pu avoir des ennemis. On est issus d'une grande famille. Cyril, c'était le 12e, je suis la 10e. La magie s'est opérée dès la naissance de mon frère. Le premier regard de Cyril a été pour moi et moi pour lui. La vie de Cyril Boutin et de sa sœur Béatrice est celle de 2 gamins qui ont grandi au sein d'une famille nombreuse et modeste. À 18 ans, Cyril se marie avec Nathalie, son amour d'adolescent. C'est une vraie histoire d'amour, qui est une histoire d'adolescence. Il a un véritable coup de foudre et ils vont plus se quitter. Nathalie est enceinte. Quelques mois plus tard, Hervé vient au monde. Puis, une petite fille complétera la photo de famille. Tous les 4 s'installent ici aux Renardières, cette grande ferme qui appartient aux parents de Nathalie. Laveur de citernes, Cyril ne démérite pas. Quand il rentre du travail, il s'occupe de la rénovation de la propriété. Dans cette maison, il a tout fait. Les murs, la toiture, la charpente. Cyril Boutin, c'était un gars du terroir, c'est un gars simple, jovial, un type sympathique. Même s'il était un peu bourru, c'était pas un type méchant, c'était plutôt un brave type. Et si les Boutins ne roulent pas sur l'or, ils sont toujours prêts à rendre service. Le couple accueille aussi une grande partie des gens qui sont dans le besoin. C'est un peu l'auberge du bonheur, c'est-à-dire que quand il y a un copain ou un couple dans l'ennui, il les héberge. Il y a l'assiette sur la table pour celle ou celui qui peut rentrer et il y a nécessairement aussi un endroit pour qu'il puisse
se réconforter, se réchauffer et dormir. A priori, personne n'aurait donc de raison d'en vouloir à la famille Boutin, et encore moins à Cyril, le chef de famille. Cyril et Nathalie Boutin forment un couple simple et modeste. On ne leur connaît pas d'ennemis, c'est des gens sans problème. Ils ne sont pas connus défavorablement, c'est un couple tout à fait normal qui ne fait pas parler de lui. Alors, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle rage au point d'abattre un homme de 4 balles dans le dos? C'est Hervé, le fils de la victime, qui va peut-être apporter un début de réponse. Gendarmerie de Cavignac, le 31 octobre, jour de la découverte du corps. Il voulait savoir si mon père avait des ennemis. La première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a eu une altercation avec mon père quelques jours avant. Le fils donc, nous explique que quelques jours avant le drame, un gitan était passé pour recueillir de la ferraille. Et au cours de la conversation, il a été conduit vertement par M. Boutin. Il a insisté, et mon père, ça a commencé à l'énerver. Il a fait « Non, je te donnerai pas la ferraille et je te la vendrai pas non plus, donc tu fous le camp de chez moi ». Et il voulait pas s'en aller. Et il lui avait fait « De toute façon, t'inquiète pas, je me vengerai ». Des menaces de mort proférées à l'encontre de la victime quelques jours avant son assassinat. Les enquêteurs décident d'approfondir cette piste et procèdent à l'interpellation de ce gitan bien connu des gendarmes. Quand on va faire la perquisition chez lui, on va découvrir une arme. Et il se trouve que ce fusil de chasse découvert dans la caravane de ce gitan est du même calibre que l'arme qui a été utilisée pour tuer Cyril Boutin. Les enquêteurs pensent tenir le coupable. Il a un mobile et une arme qui pourrait bien être celle du crime. L'homme est donc placé en garde à vue pour y être entendu. Et voici ce qu'il déclare. Comme il était agressif, je suis retourné dans ma voiture. Il m'a suivi jusqu'à ma portière en continuant à rouspéter. Comme il me disait, on se reverra. J'ai dit ouais, si tu veux, on se reverra. Il dit qu'il y a bien eu des cris, des menaces, mais il affirme que c'était des paroles en l'air sans importance. Questionné sur son emploi du temps pour le jour du meurtre, soit le 30 octobre aux alentours de 14 h, voici ce que le suspect déclare. J'ai fait une sieste 1h30, et ensuite, je n'ai pas quitté le terrain de mon oncle. Je ne suis pour rien dans la mort de ce monsieur. Il dit qu'il était ce jour-là chez lui, dans son campement, qu'effectivement il a utilisé son fusil parce que depuis sa caravane avec un de ses copains ou un membre de sa famille, ils ont tiré sur des grives. L'homme nie toute implication dans l'assassinat de Cyril Boutin et la suite de l'enquête semble prouver qu'il dit bien la vérité. Les auditions de son environnement familial vont confirmer l'alibi de cette personne, à savoir que cette personne est restée ce dimanche après-midi dans les environs de son domicile à chasser. Et pour parachever cette vérification, les gendarmes vont faire le bornage de son téléphone portable. Et là encore, le téléphone indique qu'il n'a pas bougé de sa caravane puisqu'il ne déclenche aucune borne autre que celle de son domicile. Force est de constater que cet homme n'a rien à voir dans le meurtre de Cyril Boutin. L'enquête est au point mort, mais elle ne va pas tarder à rebondir. Le 8 octobre 2011, soit une semaine après le drame, Béatrice, la sœur de Cyril Boutin, pousse la porte de la gendarmerie. Elle demande à parler urgemment au directeur d'enquête. Je leur ai dit voilà, je m'appelle Madame
Béatrice. Et je vous interpelle au sujet du Cavignaquais, de 39 ans, qui a été retrouvé mort dans la nature. C'est mon petit frère. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai des choses à dire. Et ce que Béatrice va raconter aux enquêteurs est pour le moins incroyable. D'après elle, le couple que formaient Cyril et Nathalie était au bord de l'implosion. Cyril m'a parlé de son divorce 1 an avant, que c'était fermé définitif, qu'il avait pris la décision et qu'il allait faire le nécessaire, que ça ne passait plus du tout avec Nathalie. Et les enquêteurs vont découvrir la véritable histoire de Cyril Boutin. Celle d'un homme qui, depuis 3 ans, vivait une lente descente aux enfers. Travail, il était tombé dans une cuve, il s'était abîmé le dos et il était handicapé. Il s'en est suivi une paralysie au niveau du dos. Il a un problème au disque qui le fait terriblement souffrir. Il n'arrive pas à travailler correctement à plein temps, il ne ramène plus de salaire à la maison, il souffre de cette situation. Il y avait juste sa pension handicapée qui rentrait dans la maison. C'était très très difficile. Il avait perdu tout espoir, il se sentait diminué aux yeux de sa famille. Derrière la façade des Renardières, l'ambiance est délétère. Ce couple marié depuis 17 ans a bien du mal à surmonter cette épreuve. En grattant un peu le vernis, les gens vont s'apercevoir que les choses vont pas très bien au sein de ce couple. Une espèce d'usure qui s'est installée. L'entente du couple n'est pas aussi idyllique que ce qu'on avait compris au départ. Et ce n'est pas tout. Aux Renardières, plusieurs générations se côtoient. Les parents, le fils et les grands-parents. Au total, ce sont près de 8 personnes qui vivent sous le même toit. Alors évidemment, les altercations étaient fréquentes. Il y avait donc la victime, Cyril Boutin, avec son épouse. Il y a le fils du couple avec sa petite amie et leur bébé. Il y a également la mère de Nathalie qui vit là avec son compagnon. Donc finalement, ça fait beaucoup de monde. L'espace vital de chacun se réduit et quelques tensions peuvent éventuellement se créer au sein de la famille. Il me racontait qu'il ne pouvait plus, qu'il ne voulait plus de cette vie. Il en avait marre d'avoir sa belle-mère aussi sur le dos. Il me disait que quoi que je fasse, quoi que je dise, ça n'allait jamais. Ça gueulait tout le temps. Cela devenait ingérable. Cyril Boutin apparaît alors comme isolé, seul face à l'adversité. Jusqu'à ce qu'un homme providentiel arrive à la ferme. Cet homme, le voici, c'est Jean-Marc Arbouin. Et c'est un enfant du pays. Jean-Marc Arbouin est arrivé dans le courant de l'été 2010 chez les Boutins. Il a 37 ans. Il est ouvrier viticole, pompier volontaire. Jean-Marc Arbouin, c'est quelqu'un qui traverse une période un peu difficile dans sa vie. Il vient de se séparer, il n'a plus trop de moyens. Au départ, on lui a offert le gîte et le couvert. Il était dans cette situation, donc il était à la rue. Son domicile fixe, après avoir été hébergé chez sa mère, qui vit à 25 km de là, Jean-Marc Arbouin trouve ainsi refuge chez Nathalie et Cyril. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre Cyril et Jean-Marc, immédiatement le courant passe. Jean-Marc et mon père, ils étaient tout le temps ensemble, ils travaillaient tous les deux dans les vignes, c'était des super potes. Ils vont aller à la chasse régulièrement, faire les repas ensemble, et tout semble se passer pour le mieux entre eux. Il y a nécessairement une intimité, une amitié qui est née entre ces 2 hommes, et en tout cas une confiance réciproque. On peut presque parler d'un coup de foudre amical. Ils étaient quasiment inséparables, les deux, là. À tel point que 4 mois avant le drame, Jean-Marc Arbouin s'installe dans la propriété. Jean-Marc, il termine par aller habiter au domicile de cette famille Boutin. Il vit dans un mobil-home qu'il a mis au fond du jardin, donc il est dans leur quotidien. Il mangeait avec nous, il se douchait chez nous, il vivait ici. Jean-Marc Arbouin
a posé ses valises, il s'est installé dans la caravane et il y était à plein temps. En moins d'1 an, Jean-Marc Arbouin semble être devenu un membre à part entière de la famille. Et peut-être même plus que cela. Dans les bureaux de la gendarmerie, Béatrice, la sœur de la victime, est persuadée que Jean-Marc Arbouin a joué un rôle dans la mort de son frère. C'est en tout cas ce qu'elle a ressenti le lendemain du drame. Quand je suis arrivée le lendemain, j'ai vu Monsieur Arbouin rentrer dans cette salle à manger comme s'il était chez lui. C'était lui qui devenait le maître de maison. Et là, ma belle-sœur a regardé Monsieur Arbouin avec un regard langoureux. J'ai compris que je gênais. J'ai compris qu'en fait, ça ne pouvait être que... C'est eux, les assassins, le loup est dans la bergerie. Il y a un couple qui est en souffrance et il y a une troisième personne, un homme qui rentre dans la vie de ce couple. On peut largement supposer qu'il a un contact intime avec Nathalie et qu'il rentre en concurrence avec le mari de Nathalie. Et on entre dans un schéma classique tel qu'on peut le voir bien souvent dans les affaires. L'amant qui voudrait se débarrasser du mari qui devient gênant. Dès lors, l'enquête sur la mort de Cyril Boutin s'oriente vers un drame passionnel. Les interrogatoires reprennent. Et les gendarmes vont découvrir que dans le village, cette relation adultère était un secret de Polichinelle. On voyait des trucs qui n'étaient pas très catholiques, quoi. Il s'amusait, il passait la main dans le dos et tout. Quand il discutait, il posait sa main sur sa mère. Là, déjà, j'ai commencé à bien regarder, quoi. Alors j'ai dit à mon mari, soit il me faut des lunettes ou... Et puis il me dit non, il dit t'as vu comme moi? Ben j'ai dit ben ouais. Certains les ont vus main dans la main se balader dans les vignes. D'autres plus proches disent qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, des échanges de regards qui en disent long. Des personnes nous disent que Nathalie rejoignait cet individu dans sa caravane quand son mari n'était pas là. Quand Cyril s'en allait, Nathalie est restée là avec Jean-Marc. C'est arrivé plusieurs fois. Apparemment, il révisait son permis de chasse. Mais bon, Nathalie n'étant pas chasseur, déjà ça m'a un peu choqué. Pire, depuis la mort de Cyril Boutin, les deux amants assumeraient sans complexe leur relation. Tout de suite après le décès de Cyril Boutin, Jean-Marc Arbouin passe de la caravane à l'intérieur de la ferme, à l'intérieur de la maison. On avait l'impression qu'il n'était même pas enterré, quoi, qu'elle était déjà dans les bras de son amant, quoi. Un voisin raconte que l'origine de la dépression de Cyril n'est pas du tout liée à son accident de travail, mais bien plus à sa situation familiale, sa situation maritale. Il s'était rendu compte qu'il était en train de se faire pousser vers la sortie, qu'il était en train de se faire remplacer, que celui qu'il considérait comme son meilleur ami était en train de prendre sa place. Apparemment, il aurait pété un câble, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais après, bon, je l'ai appris d'une autre personne que Jean-Marc était avec Nathalie. Et j'ai dit, ah bon? Ah ben, il dit, ouais, mais dit le Cyril, il le prend très très mal. Ah ben, j'ai dit, tu m'étonnes. J'ai dit, l'autre, il lui rend service, il lui pique sa femme en plus. Non, mais tu rigoles ou quoi, toi? Une épouse infidèle, un amant qui vit au sein du foyer et un mari handicapé, le trio est explosif. Section de recherche de Bordeaux. Moins d'une semaine après l'assassinat, Nathalie Boutin et Jean-Marc Arbouin sont convoqués à la gendarmerie. Ils doivent maintenant s'expliquer. On va poser les questions directement à ces personnes-là, lesquelles nient farouchement toute relation intime, disant qu'il ne s'agit que de relations amicales. Dès le début de son audition, l'épouse de Cyril tient à mettre les choses au clair. Pour couper court à toute éventuelle chose que vous pourriez entendre,
Jean-Marc n'est pas mon amant, juste un ami, et plutôt celui de mon mari. Nathalie prend les devants en disant « Je sais qu'il y a une rumeur qui court qui dit que je suis la maîtresse de Jean-Marc, mais c'est entièrement faux. » Et Nathalie de nier toute implication dans le meurtre de son mari. De son côté, Jean-Marc Arbouin confirme ce que dit Nathalie. Il nie tout rapport, toute intimité entre deux. C'est pas un ami intime de Nathalie. Lui va dire, elle, de toute façon, elle est froide, elle est distante. Moi, je suis un ami de Cyril Boutin. À les écouter, et contrairement aux déclarations des proches de la victime, Nathalie Boutin et Jean-Marc Arbouin ne seraient donc que des amis. D'ailleurs, Hervé, le fils aîné, qui pourtant vit lui aussi sous le même toit, semble tout ignorer de la relation adultère entre sa mère et Jean-Marc Arbouin. Quand j'ai posé la question à ma mère, elle me fait « Écoute, je ne mets pas de ton couple, donc occupe-toi de ton couple et ça sera déjà bien. » Après le drame, c'est même lui qui a demandé à Jean-Marc Arbouin de venir s'installer dans la maison. Vu que je me sentais pas prêt d'être l'homme de la famille, j'ai demandé à Jean-Marc s'il pouvait rester encore plus de temps à la maison pour m'aider, pour essayer de me reconstruire petit par petit. Alors, qui faut-il croire ? Béatrice, la sœur de la victime, qui pressent un meurtre commandité par deux amants ? Ou ce jeune homme qui semble avoir entièrement confiance en sa mère et en Jean-Marc Arbouin ? Un homme qui, face aux enquêteurs, semble au-dessus de tout soupçon. Jean-Marc Arbouin se réfugie dans son rôle d'ami, il se réfugie même dans son rôle de pompier. Jean-Marc Arbouin va dire aux enquêteurs « Ça peut pas être moi, je suis pompier volontaire, la vie humaine a énormément de sens pour moi ». Jean-Marc le prend mal en disant « Mais attendez, vous plaisantez, je suis là pour sauver des vies, pas pour les retirer, pas pour les enlever. » Les gendarmes ont face à eux un homme sûr de lui. Et pour cause, il a un solide alibi pour la journée du meurtre. Jean-Marc Arbouin explique aux gendarmes qu'il a déjeuné avec les Boutins, qu'il est parti vers 13h30, il est allé chez sa mère à Blaye. Il va y rester toute l'après-midi à discuter avec sa mère. Il n'a pas bougé jusqu'à 18h30, et donc, c'est pas lui. Sa mère confirmera avoir passé l'après-midi avec lui et va dire qu'effectivement, Jean-Marc Arbouin est resté à la maison à Blaye toute l'après-midi du dimanche. Le seul problème, c'est que Jean-Marc Arbouin, l'ami de la famille, ne va pas faire illusion bien longtemps. En géolocalisant le téléphone de la mère de Jean-Marc, celle qui lui fournit son alibi, les gendarmes vont découvrir qu'elle a menti. La téléphonie de Ginette Arbouin va être intéressante dans la mesure où elle va établir que cet après-midi-là, Ginette Arbouin était ailleurs qu'à son domicile. Elle n'était pas du tout à son domicile au moment des faits et donc elle ne pouvait pas être avec Jean-Marc Arbouin. Une grossière erreur, et ce n'est pas la seule. Non seulement l'alibi de Jean-Marc Arbouin ne tient plus, mais son portable va révéler bien d'autres secrets. On s'aperçoit très vite que Nathalie et Jean-Marc ont des contacts téléphoniques par SMS ou vocal très réguliers. Lesquels sont sans équivoque sur la nature de leur relation, puisqu'il s'agit de mots d'amour. Et notamment un SMS où elle lui dit « Je t'aime, je t'attends ». Et puis enfin un autre SMS encore où elle lui dit « Tu es l'ange gardien des Renardières », le nom de la propriété. Donc on comprend vraiment qu'il y a une relation intime à eux deux, contrairement à tout ce qui avait été annoncé. Un deuxième mensonge, et celui-ci est de taille. Car il corrobore l'hypothèse d'un amant qui veut se débarrasser d'un ami et mari devenu gênant. Alors s'il n'était pas avec sa mère, où se trouvait Jean-Marc Arbouin le 30 octobre 2011, entre 14h et 16h? On va s'apercevoir, dans le domaine de la téléphonie, que le téléphone portable de Jean-Marc Arbouin est inhabituellement coupé
tout le dimanche après-midi. Il aurait sorti la carte de son téléphone et pendant plusieurs heures qui couvrent l'ensemble de l'après-midi, on ne peut pas le localiser, ce qui est inhabituel de sa part. Un téléphone portable éteint au moment des faits, la coïncidence est plus que troublante. Jean-Marc Arbouin aurait-il sciemment coupé son téléphone portable pour commettre son crime sans être inquiété? Aurait-il savamment tout orchestré? 3 semaines après l'assassinat de Cyril Boutin, les gendarmes décident de placer sur écoute téléphonique Jean-Marc, le pompier, sa mère, Ginette, et Nathalie, la femme infidèle. C'est toujours très intéressant d'observer des gens qui pensent avoir berné les services de gendarmerie et qui se sentent très forts, et généralement, ils parlent. En effet, les conversations entre Jean-Marc et sa mère sont accablantes. Dans une première écoute, Ginette met en garde son fils, et voici ce qu'elle lui dit. Fais gaffe qu'ils te mettent pas un émetteur. Si tu parles, ils sauront tout. Ça conforte toujours notre hypothèse de travail, à savoir qu'ils y sont pour quelque chose. Plus grave, la mère de Jean-Marc va commettre une bourde qui accuse son fils. Le fusil, on l'a fait disparaître. Pour les gendarmes, ce ne peut être que l'arme du crime, le fusil de chasse, qui n'a jamais été retrouvé. On apprend que Jean-Marc a caché le fusil de chasse dans le jardin de sa mère et par la suite, Ginette l'a sorti pour éviter qu'il s'abîme puisque c'est une arme de famille et apparemment il tenait énormément à cette arme. Ginette Arbouin s'emploie à faire disparaître des éléments de preuve pouvant être à charge contre son fils. Le tableau prend forme. Une femme infidèle, un amant probablement meurtrier et une mère qui est prête à tout pour protéger son fils. Le 30 novembre 2011, soit un mois après l'assassinat de Cyril Boutin, Jean-Marc Arbouin et sa mère, ainsi que Nathalie Boutin, sont interpellés et placés en garde à vue. Durant plusieurs heures, les 3 prévenus s'en tiennent à leur première version. Et Jean-Marc Arbouin va même plus loin. Dans un premier temps, il nie tout en bloc. Jean-Marc prend les gendarmes de haut. Il y a une forme d'arrogance qui se dégage de lui, il est sûr de lui. Seulement, Jean-Marc Arbouin ne va pas tarder à perdre de sa superbe. Les gendarmes avancent un à un tous les éléments qu'ils ont recueillis, à commencer par ces SMS échangés avec Nathalie. Jean-Marc va faire une concession aux gendarmes. Il admet, il reconnaît être l'amant de Nathalie. C'est une première victoire pour les gendarmes, qui avancent alors leur deuxième pion, les écoutes téléphoniques. Jean-Marc Arbouin est acculé. Alors il avoue, mais à moitié. Il va reconnaître une histoire totalement fantaisiste. Et il explique une première version, la version qu'il a dit à sa mère, à savoir que c'est plus une légitime défense. Donc le dimanche après-midi, il décide d'aller à la chasse. Il va dire qu'il était seul dans la forêt au moment de la chasse avec Cyril Boutin. Une dispute aurait commencé entre les 2 hommes. À un moment, Cyril l'a menacé avec son arme en lui disant « Je sais que tu couches avec ma femme, je sais que tu es l'amant de ma femme ». Il s'est senti menacé et il a tiré. Presque machinalement et pour sauver sa vie. Selon Jean-Marc Arbouin, voici ce qu'il se serait alors passé. Il a commencé à tirer sur moi. J'ai eu peur. L'adrénaline est montée. J'ai appuyé un peu plus fort sur la gâchette et les coups sont partis. Mais c'est un mensonge de plus qui ne va pas résister aux constatations médico-légales réalisées sur le cadavre de Cyril Boutin.
Si la scène s'est déroulée comme Jean-Marc le prétend, les deux hommes seraient face à face. Or, les 4 projectiles ont atteint Cyril Boutin dans le dos. Alors, que s'est-il vraiment passé lors de cette partie de chasse fatale? Éprouvé par 24 heures de garde à vue, Jean-Marc Arbouin va craquer. Et le récit qu'il va faire fait froid dans le dos. Jean-Marc Arbouin va finir par avouer que cet après-midi-là, ils étaient 3, que Nathalie était présente avec eux. Le récit de Jean-Marc Arbouin commence le 30 octobre 2011 aux Renardières. Il s'avère que ce dimanche après-midi, juste après que tout le monde ait pris le repas en famille, Cyril Boutin décide d'aller à la chasse, accompagné de son ami Jean-Marc et de sa femme Nathalie. Mais ce que Cyril Boutin ignore, c'est que sa femme et son meilleur ami ont imaginé un plan pour l'assassiner. D'une façon symbolique, Nathalie tend le fusil à Jean-Marc. Nathalie va donner à Jean-Marc l'arme du crime, le fusil de chasse qui va servir à tuer son mari. Se disant qu'il est peut-être temps de passer à l'action pour leur projet machiavélique. Elle arme son amant. Avant de partir, Jean-Marc Arbouin prend une dernière précaution. Il va retirer la puce de son téléphone portable de manière à ne pas être géolocalisable. Et ils partent ensemble dans les bois. Ils sont partis à la chasse en se suivant à la queue leu-leu. Cyril Boutin est en tête, suivi par Jean-Marc Arbouin, qui lui-même est suivi par Nathalie Boutin. Après 1 kilomètre de marche à travers la forêt, Jean-Marc Arbouin et Nathalie Boutin s'arrêtent. Ils repèrent un endroit qui leur semble propice à leur plan machiavélique, suffisamment éloigné des habitations, assez isolé, pas de voisins, en tout cas pas d'autres chasseurs aux alentours. Et c'est le moment que choisit Nathalie Boutin pour demander à son amant de commettre l'irréparable. Elle l'accompagne parce qu'elle sait qu'il peut défaillir. Et il se retourne, il attend l'ordre. Elle lui fait un signe de tête. Et le drame commence. Ce hochement de tête était l'indication du moment où il fallait tirer. C'est elle qui m'a demandé de le tuer. Je l'ai fait pour elle. Quand j'ai vu les impacts, 3 dans le dos, dont un au niveau de l'abdomen, j'ai voulu éviter qu'il souffre. Alors je l'ai achevé. Cyril Boutin a donc trouvé la mort sur un chemin forestier, abattu comme un gibier dans la plus totale indifférence, comme en témoigne la suite du récit. Leur réaction après le crime est ahurissante. À aucun moment, ces deux-là ne semblent avoir de regrets, de remords. C'est comme 2 écoliers, main dans la main, et ils regagnent le domicile. On part comme 2 amants, main dans la main. Pourquoi ne pas danser tant qu'on y est? Reste aux 2 amants à faire illusion auprès de leurs proches et à se forger un solide alibi. Nathalie Boutin regagne son domicile avant que son fils Hervé ne se réveille de sa sieste. Quant à Jean-Marc Arbouin, il va se rendre chez sa mère. Il va lui raconter ce crime terrible qu'il a commis en inventant évidemment la fameuse légitime défense que sa mère aura la faiblesse de croire et acceptera donc de lui servir d'alibi. Jean-Marc Arbouin raconte qu'il va ensuite creuser un trou dans le jardin et enterrer l'arme du crime. Le plan machiavélique semble se dérouler comme prévu,
à un détail près. Nathalie, dans la nuit, va penser qu'ils ont commis une erreur, à savoir qu'ils ont oublié de récupérer les cartouches tirées par Jean-Marc. Elle pensait sûrement que les cartouches pouvaient permettre d'identifier le fusil de chasse utilisé. Elle se dit qu'il faut absolument récupérer ces cartouches avant même que les services de gendarmerie ne viennent sur place pour continuer les recherches. C'est pourquoi le lendemain matin, aux aurores, Nathalie retourne sur les lieux du crime. Elle va aller ramasser les cartouches qu'ils ont laissées au sol et qui sont répandues tout autour du cadavre. Alors qu'elle vient de récupérer les cartouches, elle prend son téléphone portable et appelle les gendarmes pour signaler qu'elle a retrouvé le corps de son mari inanimé. La suite, les gendarmes la connaissent. Elle joue une comédie exceptionnelle. Elle est, à ce moment-là, persuadée qu'elle va passer au travers. On a du mal à concevoir comment elle a pu jouer aussi bien la comédie et convaincre tous les enquêteurs de son innocence dans les faits pour lesquels elle était pourtant impliquée. Après des heures de mutisme, mais confrontée aux déclarations de son amant, la veuve éplorée Nathalie Boutin passe elle aussi aux aveux. On s'était disputé avec mon mari un jour et je lui avais dit « Je peux arriver à te tuer si tu m'énerves ». Puis un jour, on en a parlé avec Jean-Marc. C'est elle, le déclencheur du passage à l'acte de Jean-Marc Arboin. Il est le bras armé de Nathalie. J'étais bien à la chasse avec eux le dimanche après-midi et c'est moi qui lui ai dit de tirer. Et selon Nathalie, voilà pourquoi elle aurait demandé à Jean-Marc d'assassiner son mari. À la suite de son licenciement, mon mari est devenu violent. Il me forçait à avoir des relations sexuelles. Il s'en prenait aussi à notre fils. J'ai pensé à me suicider. J'en avais marre de la vie. Je ne pouvais pas partir. Cyril m'aurait retrouvée et tuée. Il n'y avait pas d'issue. Elle explique que si elle a voulu tuer son mari, ou faire tuer son mari, c'est parce que la vie conjugale était devenue un enfer, que depuis son arrêt de travail, depuis son invalidité, le mari était devenu tyrannique. La seule solution qu'elle a trouvée, c'était de s'en débarrasser physiquement. C'était une fin en soi, c'était terminé avec lui, et il fallait qu'elle passe à autre chose, c'est-à-dire vivre avec Jean-Marc. Après 48 heures de garde à vue, Nathalie Boutin et Jean-Marc Arboin sont mis en examen et incarcérés pour assassinat. C'est dans le journal, le lendemain matin, que les proches de Cyril Boutin apprennent la terrible vérité. De savoir que mon frère avait reçu 3 balles dans le dos, 1 balle à la tête, qu'il n'y était pour rien, qu'il avait donné tout pour sa famille, qu'il s'était fait humilier, ensuite massacré. Ma sœur Brigitte et moi-même, on s'est retrouvés à pleurer, comme 2 personnes égarées. Hervé, quant à lui, lorsqu'il apprend la vérité sur sa mère, tombe des nues. J'ai du mal encore à digérer tout ce qu'elle m'a fait. Elle m'a menti, elle savait dès le début où était mon père, quand il l'a assassiné, et elle a laissé dormir dehors comme un chien, et ça, j'ai du mal à le supporter. Dans cette affaire, Hervé Boutin a non seulement perdu sa mère, il a perdu son père, bien évidemment, avant tout, père qu'il aimait. C'est un gamin qui a été détruit par ces événements. Tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 9 décembre 2013, le procès des amants diaboliques s'ouvre devant la cour d'assises de la Gironde. L'ambiance est pesante. Pour l'assassinat de Cyril Boutin, Nathalie et Jean-Marc Arboin encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le box des accusés, d'emblée, l'amant meurtrier se présente au juré comme un bienfaiteur. Il la sauve,
des pattes, des griffes d'un homme violent. Il est le chevalier Bayard, Ivanhoé, qui va sauver sa belle. Cette femme qu'il aime, c'était la seule chose qui donnait un sens à sa vie. Alors que pour tout le monde, cette affaire est celle d'une passion dévorante. Coup de théâtre. Nathalie Boutin va désarçonner l'auditoire. L'avocat général va poser la question à Nathalie de savoir si elle envisage un avenir avec Jean-Marc Arbouin. Et à ce moment-là, Nathalie a ces mots terribles. C'est non, je n'envisage pas d'avenir avec lui. Elle dira qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne l'a jamais aimé. Dans le box, Jean-Marc Arbouin accuse difficilement le choc. Et là, il est recroquevillé sur lui-même, tête basse. Tout le monde a compris que son monde à lui venait de s'écrouler. De son côté, Nathalie Boutin, au fil des jours, va dévoiler à la cour son vrai visage. On découvre, à l'occasion de cette audience, qu'elle est finalement d'une froideur incroyable. Elle s'est servie de cet homme pour exécuter son mari, mais cet homme, elle en a rien à faire. Cette femme est-elle tout simplement capable d'aimer? La question peut se poser. Pour les jurés, reste une interrogation. Si ce n'est pas pour vivre son histoire d'amour avec Jean-Marc Arbouin, pourquoi Nathalie s'est-elle débarrassée de son mari? À la barre, les enquêteurs ont une explication. Une autre raison qui aurait pu pousser Nathalie à se débarrasser de son mari est finalement tout à fait mercantile et d'un point de vue tout à fait financier, puisque si jamais il y avait séparation de son mari, il y aurait forcément eu partage des biens, y compris donc de la propriété. Cyril Boutin, du temps où il travaillait, a bien évidemment permis que des rénovations, des améliorations soient apportées à cet habitat. En se séparant, il aurait très probablement demandé à Nathalie sa participation. Ce crime a été organisé uniquement pour qu'elle puisse garder sa maison et qu'elle n'ait pas un centime à débourser. On a un assassinat utilitaire. Le mobile est donc financier, d'autant que rien ne prouve que cette femme ait subi des violences. Le problème, c'est que ces violences, ces agressions sexuelles, ces actes sexuels qui lui auraient imposés, évidemment, personne ne vient les confirmer, ni pendant l'instruction, ni encore moins à l'audience. Il n'y a jamais eu la moindre violence de la part de Cyril sur la personne de son épouse. Il n'a jamais vu son épouse, il n'a jamais porté la main sur son épouse. Au fil des audiences, il apparaît clairement que depuis son accident, Cyril Boutin était devenu pour son épouse un poids. Dans son esprit à elle, ne lui sert plus à rien. Il est handicapé suite à une chute et il ne peut plus travailler. Il coûte, puisqu'il ne rapporte plus, il ne travaille plus. Il est devenu inutile parce que les corvées de la maison, il ne peut plus les accomplir, sauf à exprimer des souffrances, parce qu'en plus, monsieur se plaint. C'est même plus un mari. Un mari, ça remplit une fonction. Il est devenu inutile. Après 2 ans d'enquête, un premier procès et un second en appel, c'est dans un silence de cathédrale que le verdict est rendu. Jean-Marc Arbouin, qui a appuyé sur la détente, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Nathalie, l'instigatrice, elle, est condamnée à 25 ans de prison.